Je me tenais au centre du salon somptueux de ma sœur. Le bourdonnement discret du climatiseur contrastait fortement avec le silence glacial qui s'était brusquement installé sur ma famille. Nous avons tout perdu, dis-je, ma voix tremblant volontairement, en regardant ma mère droit dans les yeux. Les investissements se sont effondrés, l'entreprise a disparu et nous sommes complètement ruinés. J'observais en temps réel les sourires chaleureux fondre sur leurs visages, remplacés par un dégoût froid et calculateur qui me retourna l'estomac. En 48 heures, la famille dans laquelle j'avais investi des millions au cours de la dernière décennie bloqua mon numéro et changea les serrures de la maison au bord de la mer. Ils pensaient se débarrasser d'une femme brisée et démunie qui n'avait plus rien à offrir. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que chaque centime de ma fortune reposait en sécurité dans une fiducie offshore privée et que toute cette humiliante expérience était le coup de maître de mon mari. Je m'appelle Jessica et à 42 ans, je pensais avoir tout ce qu'une femme pouvait désirer. Une carrière florissante, une sécurité financière et un mariage bâti sur une confiance inébranlable. Pendant plus de 10 ans, j'avais été le pilier fier de ma famille. Chaque fois que mes parents, Arthur et Evelyn, avaient besoin de rénover leur maison ou de s'offrir des vacances de luxe, je tendais ma carte de crédit sans hésiter. Quand ma jeune sœur, Clara, voulut lancer sa boutique, c'est moi qui signais le chèque qui fit de son rêve une réalité. Je croyais que l'amour s'était donné, et puisque j'avais atteint une immense richesse, je considérais qu'il était de mon devoir de prendre soin des miens. Mon mari David voyait les choses différemment. Bien qu'il m'aimât profondément, il observait ma famille d'un œil attentif et silencieux. Il remarquait que leurs appels ne venaient que lorsque des factures étaient en retard et que leur gratitude se muait en amertume revendicatrice dès qu'un chèque tardait. Un soir, après un dîner particulièrement tendu où Clara avait exigé une allocation de 50 000 pour améliorer son train de vie, David m'assit dans son bureau. « Jessica, dit-il doucement, posant sa main sur la mienne. Ils ne t'aiment pas pour ce que tu es. Ils t'aiment pour ce que tu leur apportes. Avant de consolider tes actifs dans une fiducie familiale permanente, je veux que tu les mettes à l'épreuve. Il proposa alors une expérience audacieuse et terrifiante. Nous allions prétendre que nos biens immobiliers s'étaient effondrés et que nous étions entièrement ruinés. Je résistais d'abord à cette idée, désespérée de croire que l'affection de ma famille n'était pas intéressée. Mais au fond de moi, un doute grandissait peu à peu, préparant le terrain pour une vérité qui allait bouleverser mon monde à jamais. Le plan conçu par David était aussi brillant que impitoyable. Quelques mois plus tôt, j'avais finalisé le rachat de mes propriétés commerciales pour plusieurs millions de dollars. Aux yeux du monde extérieur, la transaction était close, mais David avait discrètement fait transférer le produit de la liquidation directement vers une fiducie privée offshore, totalement intouchable et invisible du public. Sur le papier, cependant, nous avions minutieusement mis en scène une piste de ruine financière. David rédigea de fausses mises en demeure juridiques, de faux avis de saisie bancaire et de faux résumés d'effondrement d'investissement, tous d'une apparence terriblement authentique. Pendant 3 jours entiers, nous avons répété le récit dans notre salon. David m'entraîna sur chaque détail subtil. Comment ma voix devait se briser en parlant de la perte de la maison, comment éviter le regard par honte, comment débiter le mensonge sans faiblir. Si vraiment ils t'aiment, Jessica, me rappelait David, leur premier réflexe sera de te réconforter et de te demander comment t'aider. S'ils ne le font pas, tu verras enfin le monstre derrière le masque. Le poids émotionnel fut immense pour moi. Une part de moi se sentait traître, orchestrant une fausse tragédie pour tromper les gens que j'avais protégés toute ma vie. Je priais pour que David ait tort. J'imaginais ma mère me serrant dans ses bras, mon père m'offrant ses économies, Clara promettant que nous traverserions cette épreuve ensemble, en famille. Mais sous cet espoir naïf, une angoisse froide et suffocante s'installait dans ma poitrine. La scène était prête, les répliques mémorisées, la réservation pour le dîner chez Clara confirmée. J'étais sur le point de jeter ma vie dans le feu, simplement pour voir qui resterait à mes côtés dans les cendres. Le brouhaha du dîner dans la salle à manger de Clara s'évanouit à l'instant où ma fourchette tomba sur la fine porcelaine. « Nous avons tout perdu », dis-je, ma voix tremblante de désespoir répétée, en regardant ma mère dans les yeux.
Le marché commercial s'est effondré. La banque a exigé le remboursement de nos prêts et David et moi sommes complètement ruinés. J'observais en temps réel l'atmosphère chaleureuse et accueillante s'évaporer instantanément. Les sourires généreux fondirent sur leurs visages, remplacés par un dégoût froid et calculateur qui me retourna l'estomac. Ma mère, Evelyn, ne tendit pas la main pour toucher la mienne. Elle recula lentement son bras, ajustant son collier de perlés, comme si la pauvreté était une maladie contagieuse. Eh bien, comment as-tu pu être aussi imprudente? Lança Clara, d'un ton dénué de toute compassion. Tu as toujours été si arrogante avec ton argent, Jessica. Pensais-tu honnêtement que nous allions te sauver? J'ai une entreprise à gérer et un train de vie à maintenir. Mon père, Arthur, s'éclaircit la gorge, évitant complètement mon regard. Nous ne pouvons certainement pas t'aider financièrement, marmonna-t-il froidement. En fait, vu ta situation, il vaudrait peut-être mieux que tu ne viennes pas au dîner familial du week-end au country club. Les gens parlent, Jessica. En 48 heures, la trahison atteignit un niveau de précision effrayant. J'essayais d'appeler ma mère pour découvrir que mes appels tombaient directement sur messagerie vocale. Elle avait bloqué mon numéro. Clara me retira discrètement du groupe de discussion familiale et lorsque David alla récupérer quelques affaires personnelles dans notre maison de bord de mer, il trouva les serrures déjà changées. La famille dans laquelle j'avais investi des millions pendant 10 ans ne s'était pas simplement éloignée. Il m'avait jeté comme un déchet dès que l'argent s'était tari. Pour ne laisser aucun doute dans mon cœur, David me poussa à pousser l'expérience jusqu'à sa limite absolue. 2 semaines après le début de notre fausse pauvreté, j'envoyais un message humiliant et désespéré à Clara et à ma mère, les suppliant de me prêter 2000 $. Je leur dis que j'en avais désespérément besoin pour couvrir des factures médicales impayées et des courses de première nécessité. La réponse fut un silence glacial, suivi d'un texto brutal de Clara, m'expliquant que les adultes devaient assumer les conséquences de leurs propres échecs financiers. La véritable profondeur de leur cruauté se révéla le week-end suivant. Clara organisa une fête somptueuse pour son 10e anniversaire de mariage dans sa propriété, une propriété entièrement payée grâce à ma générosité passée. Elle nous exclut délibérément, David et moi, de la liste des invités. Cependant, des connaissances communes m'informèrent plus tard que Clara et ma mère avaient passé toute la soirée à circuler parmi les invités, salissant bruyamment mon nom. Elles me dépeignirent comme une femme irresponsable et instable qui avait bêtement dilapidé sa fortune et qui tentait désormais de vivre au crochet de sa famille travailleuse. Elles transformèrent toute une vie de soutien désintéressé en un récit d'échecs insensé, utilisant ma prétendue déchéance comme sujet de ragot pour divertir leurs riches amis. Assise dans notre appartement douillet, lisant les messages d'amis choqués par la froideur de ma famille, un mélange profond de chagrin et de lucidité froide s'installa en moi. Le deuil de l'illusion d'une famille aimante était douloureux, mais la douleur cédait rapidement la place à un besoin brûlant de justice. David passa son bras autour de mes épaules, me regardant avec une confiance calme et assurée. « Le masque est complètement tombé, Jessica, » murmura-t-il doucement. « Maintenant, place à la dernière phase. Montrons-leur qui détient réellement le pouvoir. » 3 semaines après m'avoir chassée de leur vie, Clara et mes parents décidèrent de frapper un grand coup. Gorgés d'argent grâce à des années d'allocation financière de ma part, ils jetèrent leur fleuve dévolu sur l'acquisition d'un centre commercial de premier plan au centre-ville de Sacramento, évalué à près de 3 millions de dollars. Ils étaient convaincus que cette transaction consacrerait leur statut de nouveaux magnats de l'immobilier indépendant. Mais pendant la mise sous séquestre, leur avocat rencontra un obstacle massif et inattendu. L'acte de propriété était rattaché à une société holding parente non divulguée, et une réunion obligatoire de clarification du titre fut exigée dans un cabinet d'avocats haut de gamme du centre-ville. Confiant de pouvoir facilement surmonter ce qu'ils prenaient pour un simple problème administratif, Clara, Arthur et Evelyn arrivèrent dans la salle de conférence du dernier étage, vêtus de costumes de designer et débordant d'arrogance. Ils s'attendaient à rencontrer un employé de bureau fatigué. Ils trouvèrent à la place David et moi, assis calmement au bout de la table en acajou poli, entourés de 4 associés principaux du cabinet. Le sang se retira instantanément du visage de ma mère.
Clara me regarda avec une pure haine. Hé, c'est quoi cette blague malsaine, Jessica? Siffla-t-elle en avançant. Tu nous espionnes maintenant? Tu es ruinée. Tu n'as rien à faire ici. David se leva, déboutonnant sa veste de costume avec une aisance parfaite, et fit glisser un dossier en cuir sur la table vers eux. Tu te trompes, Clara, dit David d'une voix posée, résonnant dans la pièce silencieuse. Jessica n'a jamais perdu un seul centime. La faillite n'était qu'un test mis en scène, un test que chacun d'entre vous a lamentablement échoué. Chaque dollar issu des propriétés de Jessica a été transféré dans une fiducie privée il y a des mois. Et depuis hier, cette fiducie a officiellement racheté la société holding immobilière qui possède cet immeuble, l'hypothèque de la boutique de Clara et l'acte de propriété de la maison de vos parents. Vous êtes en train de mendier une faveur dans la salle de Jessica à une femme que vous avez rejetée. Le silence dans la pièce fut absolu tandis que la réalité des paroles de David s'abattait sur eux. Clara s'effondra sur une chaise, le visage livide, feuilletant frénétiquement les documents de propriété. Ma mère, Evelyn, porta la main à son cœur, sa froideur disparaissant instantanément, remplacée par une terreur pure. « Jessica, ma chérie », balbutia ma mère, la voix tremblante, faisant un pas désespéré vers moi. « Tu sais que nous t'aimons. Nous voulions simplement te donner une leçon dure pour que tu retrouves ta motivation. Nous ne t'aurions jamais vraiment tourné le dos. » Mon père, Arthur, s'éclaircit la gorge, les mains visiblement tremblantes, tentant un sourire pathétique. « Dosox, un ok. » Dans tout ceci n'était qu'un terrible malentendu, Jessica. Clara était simplement stressée à cause de son entreprise. Nous avions prévu de t'appeler ce week-end même pour t'offrir notre chambre d'amis. Je me levai lentement, regardant ces trois personnes qui m'avaient rejetée dès l'instant où elles m'avaient cru démunie. « Gardez vos larmes de crocodile, » dis-je, la voix ferme et froide comme la glace. Quand j'avais besoin d'un coup de main, vous avez bloqué mon numéro. Quand j'ai demandé de l'aide pour des factures médicales, vous vous êtes moqué de moi. Vous n'avez pas seulement échoué à un test, vous m'avez montré exactement qui vous êtes. Je me tournai vers mon avocat principal et hochai la tête. Chaque allocation financière, chaque ligne de crédit, chaque subvention immobilière que je leur avais jamais accordée furent révoquées de façon permanente. Le bail de la boutique de Clara fut réajusté au prix du marché et mes parents reçurent un avis formel les sommant de racheter leurs prêts hypothécaires ou de faire face à une expulsion immédiate. Alors que David et moi quittions la salle de conférence, leurs supplications hystériques et leurs sanglots résonnaient dans le couloir. Mais je ne me retournai jamais. Dans les mois qui suivirent, le calme paisible de ma vie revint, plus lumineux et plus épanouissant que jamais. Se débarrasser de personnes toxiques et intéressées, même si elles partagent votre sang, n'est pas une perte. C'est la forme ultime de préservation de soi. Le drain toxique sur mes actifs étant définitivement fermé, David Hutz et moi avons consacré notre énergie à des projets porteurs de sens. Nous avons officiellement lancé la fondation Jessica et David Whittaker, dirigeant des millions vers des programmes offrant une défense juridique et une éducation financière aux personnes vulnérables victimes d'exploitation financière familiale. Debout dans le jardin paisible de notre nouvelle maison, contemplant l'eau au loin, j'éprouvais un profond sentiment de soulagement. Le sang fait de vous des parents, mais la loyauté, le respect et l'amour inconditionnel sont ce qui fait véritablement une famille. Je n'ai pas perdu ma famille en disant que j'étais ruinée. J'ai simplement fait de la place pour que la paix véritable et des relations authentiques puissent s'épanouir. Maintenant, je suis curieuse de savoir, chers merveilleux spectateurs, qu'auriez-vous fait à ma place? Leur auriez-vous donné une seconde chance ou seriez-vous parti pour toujours? Laissez vos réflexions en commentaire. Et n'oubliez pas de me dire de quelle ville et de quel pays vous regardez aujourd'hui pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Merci beaucoup de m'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine histoire du soir.